Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer le concept de risque d'erreur dans les tests d'hypothèse. Donc, déjà en partant, peut-être mentionner les statistiques, un peu une des grandes différences avec les mathématiques, euh, un peu plus standard, c'est qu'en statistique, effectivement, on peut se tromper. Et c'est normal, en fait. C'est tout à fait normal, contrairement aux mathématiques où est-ce que je vous donne, mettons, un triangle rectangle et vous avez un côté qui mesure 3, un côté 4, ben on sait que l'hypoténuse va mesurer 5, donc il y a une seule réponse, on est sûr de ne pas se tromper. En statistique, on peut se tromper. Comme dans beaucoup d'autres disciplines, en fait. Par contre, ce qui distingue peut-être, ce qui sauve la mise au niveau des statistiques, c'est que oui, on peut se tromper, mais on peut en général mesurer la probabilité de se tromper. Donc ça, c'est vraiment typique des statistiques. C'est que oui, on peut se tromper, mais on peut souvent mesurer la probabilité de se tromper. Donc, allons-y. Donc, les risques d'erreur dans un test de test d'hypothèse. Donc, petite mention, il n'existe pas de certitude en inférence statistique, seulement une forte présomption, c'est-à-dire une probabilité raisonnable de prendre la bonne décision. Tout à fait. Dans les tests d'hypothèse, donc on s'est basé sur les calculs de probabilité, mais on ne peut jamais être certain à 100% de prendre la bonne décision. Donc, on peut toujours se tromper. On peut se tromper, en fait, de deux grandes façons. De deux types d'erreurs sont possibles. Le premier type d'erreur, qu'on va appeler l'erreur de première espèce, consiste à en fait rejeter l'hypothèse nulle pendant qu'elle était vraie. Donc, c'est-à-dire que dans un test d'hypothèse, on suppose que l'hypothèse nulle est vraie. Et si jamais on l'a rejetée alors qu'elle était vraie, ben on vient de provoquer une erreur finalement parce qu'on a rejeté quelque chose qui était vrai. Donc, on a fait une erreur de première espèce. Ça va être le alpha. Et la deuxième erreur possible, c'est si on accepte, donc finalement, si on ne rejette pas l'hypothèse nulle, alors qu'elle est fausse, ben, on va avoir fait une erreur de deuxième espèce. Donc, la page suivante, on va prendre un exemple, l'exemple dans lequel on a un exemple de test qui est unilatéral à droite. Donc, on a le mu qui est égal à une certaine valeur A et le H1 qui est le mu qui est plus grand qu'une certaine valeur A. Donc, ici, on va analyser en premier le type d'erreur de première espèce. Donc, le alpha, qui était notre seuil de signification, en réalité, c'est la probabilité. Donc, c'est une probabilité d'erreur de première espèce, okay, qu'on appelait seuil de signification. C'est que, en fait, la situation qui est représentée ici, si jamais, dans notre contexte, le H0 est vrai, donc il est vraiment vrai, on ne l'a pas juste supposé, dans la réalité, il est vrai, mais si jamais dans le cours de notre test d'hypothèse, on a quand même été amené à rejeter H0 parce qu'on peut obtenir un échantillon dû au hasard qui faisait en sorte que on a abouti ici. Donc, supposons qu'on avait un Z échantillonnal et pouf, parce qu'on a été juste malchanceux, carrément, euh, on a obtenu un résultat qui semblait peu probable, à ce point peu probable qu'on a carrément rejeté H0. Eh bien, dans ce contexte-là, dans le contexte de H0 qui était vrai, on a finalement pris la mauvaise décision. Donc, on vient de faire une erreur. Prendre une mauvaise décision, c'est qu'on a fait une erreur. Donc, on a fait une erreur de première espèce. Et cette probabilité-là d'erreur, on sait qu'elle peut arriver. On en est complètement conscient. Et on l'a choisi au départ. On a choisi un seuil de signification qui était alpha. C'est entre autres pour ça qu'on va prendre des alphas qui sont relativement petits, 10% ou moins. En général, on choisit 5%. Donc ça, c'est une erreur de première espèce. On sait que ça peut arriver. Par contre, si vous n'avez pas rejeté H0 pendant que H0 était vrai, vous avez pris la bonne décision, d'où le bonhomme souriant. Donc, ça aussi, effectivement, ça va arriver 1 moins alpha. Donc, si on a 5% de alpha, ben, ça va arriver 95% du temps qu'on va quand même pris la bonne décision. Donc, ça, c'était l'erreur de première espèce.
l'erreur de deuxième espèce maintenant. Donc, parce qu'il existe un autre type d'erreur, c'est qu'en fait, si vous avez un H0 qui est faux, nous, quand on fait le test d'hypothèse, on est quand même toujours dans le contexte qu'on suppose que le H0 est vrai. Si en réalité, le H0 était faux, ça veut dire qu'il existe à quelque part une autre courbe qui est la bonne courbe. Donc, c'est elle que je viens de mettre en orange. Pas en orange, mais en vert. Donc, la vraie courbe du fait que H0 est faux, c'est qu'il en existe une autre, et c'est la courbe que je viens juste de redessiner. Maintenant, en supposant que le H0 était vrai, on avait supposé cette courbe-ci, avec un certain alpha ici de seuil de signification. Cette ligne-là qu'on avait pris pour le Z alpha, ben, en fait, elle sert aussi de démarcation. Donc, elle sert de démarcation du fait que c'est tout à fait possible à ce moment-là que si jamais notre Z, donc si on est dans une loi normale, si jamais notre Z échantillonnal nous aboutit ici, ben, on va être dans, on ne rejettera pas le H0, alors que ici, dans notre supposition, là, le H0 est faux. Okay? Donc, si jamais notre H0 est faux et que notre échantillon a fait en sorte qu'on a abouti ici, donc on ne rejettera pas H0 et dans le fond, on va commettre une erreur parce qu'on n'aura pas rejeté H0 alors que H0 était faux. Alors que nous, on cherche à rejeter H0 quand il est faux, justement. Donc, à ce moment-là, on a commis une erreur, on a pris une mauvaise décision, et ce type d'erreur-là est appelé une erreur de deuxième espèce. Donc, ce qu'il faut retenir, je sais que c'est un petit peu plus complexe comme concept, c'est qu'on peut faire des erreurs de deux façons. Donc, tout ça est résumé dans le tableau qui est juste ici. Donc, la réalité, évidemment, on l'ignore, mais on a conscience que le H0 peut être vrai ou peut être faux. Quand on fait un test d'hypothèse, on suppose toujours que le H0 est vrai, mais au final, on va prendre notre décision en fonction de notre échantillon. Donc, la décision du test, qui est selon notre échantillon, on peut accepter, donc c'est-à-dire ne pas rejeter H0, ou parfois on rejette H0. Donc, c'est là qu'on voit un peu le résumé. Donc, c'est possible, si H0 est vrai et qu'on accepte H0, ben, on a pris la bonne décision, on est content. Si jamais H0 était vrai, mais qu'on a quand même rejeté H0 parce qu'on a obtenu un échantillon, on était malchanceux, on a obtenu le cas d'un échantillon peu probable, on a commis une erreur de première espèce de probabilité alpha. Et finalement, si au contraire, en réalité, le H0 était faux, nous, dans un test d'hypothèse, on suppose toujours qu'il est vrai. Si jamais on n'a pas rejeté H0, donc on l'a accepté, on vient de commettre une erreur parce qu'on a accepté quelque chose qui était faux. Donc, cette probabilité-là est appelée donc l'erreur de deuxième espèce avec une probabilité bêta. Et si jamais on a rejeté H0 alors qu'il était faux, ben là, on a pris la bonne décision. On contrôle la valeur de alpha, okay, mais on ne contrôle pas nécessairement la valeur de bêta. Okay. La raison est bien simple, c'est qu'on ne la connaît pas. Quand on suppose que H0 est faux, oui, c'est une chose, mais on ne connaît pas nécessairement la vraie, par exemple, valeur de moyenne. Et à ce moment-là, on peut difficilement calculer la valeur de bêta. Donc ça, je ne vous demanderai jamais de calculer la valeur de bêta. La valeur de alpha fait partie du processus du test d'hypothèse, mais la valeur de bêta, c'est un concept un petit peu plus complexe, mais c'est tout simplement pour représenter la probabilité qu'on se trompe, mais on peut difficilement la calculer. Ce qu'on peut peut-être conclure de tout ça, c'est qu'on va avoir, on pourrait prendre deux remarques, remarquer deux choses. C'est que si jamais on choisit un alpha qui est très petit, donc déjà l'alpha au départ est en général petit, qui est 10% ou moins, mais si on y va très petit, disons 1%, l'effet que ça peut avoir. Donc c'est sûr que si on diminue le alpha, on diminue notre possibilité d'erreur de première espèce. Donc si vous regardez là, le alpha qui est ici, ben, le fait de le diminuer, c'est qu'on se tasse vers la droite. Par contre, en se tassant vers la droite, en réalité, l'effet que ça a,
c'est qu'on va augmenter, donc supposons qu'on est rendu ici, on va augmenter la valeur de bêta. Donc c'est un mal, c'est un bien pour un mal finalement. Donc on n'est pas tant avantagé à faire ça. Même chose si, donc là je vais effacer ce que j'ai fait. Même chose si, au contraire, on choisit un alpha qui est moins petit. Donc, on est toujours dans le petit, mais si au lieu de prendre 1% ou 5%, on prend 10%. Donc, l'erreur de première espèce qu'on vient, la possibilité d'erreur de première espèce qu'on vient de prendre, on l'a augmentée. Donc, si disons, je me tasse vers la gauche. Donc, ça, c'est pas bien d'augmenter l'erreur de première espèce, mais en même temps, on a diminué notre possibilité d'erreur de deuxième espèce parce que si je me tasse ici, ben, au niveau du bêta, il me reste beaucoup moins de surface. Donc, j'ai commis un mal pour un bien. C'est-à-dire que il n'y a jamais de solution optimale. On peut toujours se tromper et on a deux types d'erreurs possibles et on n'a pas nécessairement de réponse, de choix qui nous permettrait d'éviter les deux. À ce moment-là, le mieux qu'on peut faire, c'est souvent par défaut, on va prendre un alpha de 5%. C'est le plus commun, mais il n'y a pas nécessairement de seuil de signification idéal. Habituellement, on essaie d'en prendre un petit, mais on voit bien que plus je prends un alpha qui est petit, plus j'augmente mon bêta. Plus je prends un alpha qui est grand, plus je diminue mon bêta. Donc, il n'y a jamais de bon choix nécessairement pour le seuil de signification. C'est pour ça, entre autres, que vous n'aurez pas nécessairement à vous casser la tête là-dessus parce que je vous donne le alpha à prendre. Et le bêta n'est pas nécessairement, je ne vous demanderai jamais de le calculer. Par contre, c'est bien de comprendre qu'il y a deux types d'erreurs possibles. Donc, on peut se tromper de deux façons. Qu'est-ce qui est un alpha? Qu'est-ce qui est la probabilité bêta? Donc, ça, c'est une bonne chose à comprendre pour la compréhension des tests d'hypothèse. Donc, c'était tout pour les risques d'erreur lors des tests d'hypothèse.